englobant la résistance et aussi la tolérance à la vancomycine chez les entérocoques. Donc on va partir un petit peu du côté organisation, valorisation des travaux sur le côté scientifique. Donc je vais vous présenter quelques travaux qui sont réalisés en grande partie dans l'université de Caen, dans le cadre de doctorat ou le post-doctorat, par des séjours offerts par l'université de Béjaïa. Les entérocoques sont des bactéries gram-positifs qui font partie de notre tractus intestinal. Alors, si on recherche ces entérocoques, on ne les retrouve pas parmi les pathogènes redoutables comme les staph ou les streptocoques. Donc, ils sont a priori non pathogènes. Par contre, ils peuvent passer du stade commensal au stade pathogène opportuniste pour engendrer des infections nosocomiales. Actuellement, ils sont parmi les leaders responsables d'infections nosocomiales dans les hôpitaux. Notamment, depuis l'apparition des entérocoques vancomycine résistants, ces derniers, l'intérêt clinique accordé à ces entérocoques devient plus important. Les entérocoques actuellement sont considérés comme étant des réservoirs d'antibiorésistance. Et ça c'est un. De deux, c'est parce que ces entérocoques sont capables de tolérer plusieurs antibiotiques qui sont considérés bactéricides pour d'autres bactéries. Et ce pouvoir de pathogénicité est notamment accentué par une remarquable capacité de transférer et d'acquérir aussi des gènes de résistance. À noter, un transfert de résistance à la vancomycine d'un entérocoque vancomycine résistant à un staphylocoque myticine résistant a été souligné, a été rapporté in vitro et in vivo aussi. Alors, je vais parler tout d'abord de la résistance à la vancomycine. Pourquoi j'ai choisi la vancomycine? De deux, je vais parler de la tolérance. La résistance, c'est un mécanisme largement connu, largement caractérisé. La résistance à la vancomycine, pourquoi déjà la vancomycine? Parce que c'est un antibiotique utilisé comme dernier recours dans le traitement des infections, notamment à entérocoques, staphylocoques et clostridium. La résistance à la vancomycine est portée par des opérants. C'est les opérants les plus complexes dans le domaine de l'antibiorésistance. On peut aller jusqu'à 7 Kb pour un opérant. Actuellement, on compte 9 opérants de résistance à la vancomycine. Le but de la présence, donc la résistance, elle est faite comment? En changeant la cible de la vancomycine des alaline, soit en des alaline des lactates, soit en des alaline des sérines. Donc, l'opérant de résistance à la vancomycine, si je donne l'exemple de l'opérant VAN-A ou VAN-B qui code pour des hauts degrés de résistance, ils sont composés de 2 gènes régulateurs, 3 gènes de résistance et 2 gènes accessoires. Pour décrire par une petite illustration le mécanisme de résistance, qui est très connu, lors de la synthèse du peptidoglycane dans le cytoplasme, donc le précurseur pentapeptidique se forme dans le cytoplasme, puis transporté à l'extérieur de la membrane cytoplasmique. Par la suite, grâce aux transglycosylase et transpeptidase, on a la mise en place du peptidoglycane. Les carboxypeptidases aussi participent à la synthèse du peptidoglycane pour réduire le nombre d'intersections de la chaîne, des chaînes du peptidoglycane. Donc, en présence de la vancomycine, qu'est-ce qui fait cet antibiotique? Donc, pour vulgariser l'action de cet antibiotique, il se lie à cette extrémité des alaline de précurseurs pentapeptidiques, et comme il est grand, donc il va engendrer un encombrement stérique pour empêcher l'action des enzymes transglycosylase et transpeptidase, empêchant ainsi la formation correcte du peptidoglycane. Dans une souche résistante à la vancomycine, le mécanisme de résistance, c'est de modifier cette cible pour qu'elle ne soit pas reconnue par l'antibiotique. Donc, le dimère des alaline des lactates, dans le cas de l'opérant VAN-A, va être formé grâce à une ligase portée sur l'opérant. Ce dimère est connecté au précurseur pentapeptidique qui va sortir à l'extérieur pour donner une extrémité de moindre affinité pour la vancomycine. Et comme ça, le peptidoglycane peut se former sans aucun problème.
Donc la résistance, ce n'est pas quelque chose que j'ai mis en évidence, c'est largement connu, c'est largement caractérisé. Par contre, la tolérance à la vancomycine ou aux antibiotiques bactéricides n'est pas un domaine très connu. Quand est-ce qu'on parle de la tolérance? La tolérance, c'est pour décrire des bactéries qui échappent à l'action bactéricide d'un antibiotique sans pour autant avoir ni un gène de résistance, ni un mécanisme de résistance naturel. Jusqu'à ce jour, si je peux me permettre, le mécanisme bactéricide des antibiotiques n'est pas connu. On sait que l'antibiotique se lie à une certaine cible, mais cette liaison-là n'est pas suffisante pour expliquer tous les événements de la mort cellulaire. Donc c'était largement admis que chaque antibiotique se lie à sa cible moléculaire pour induire la mort cellulaire. Mais les mécanismes depuis la liaison jusqu'à la mort cellulaire ne sont pas encore connus. En fait, il y a d'autres molécules, par exemple dans le cas des inhibiteurs de la paroi, comme la pénicilline, vancomycine et autres, on a mis en évidence l'implication de certaines molécules comme les autolysines, qui induisent une mort cellulaire par la lyse. D'autres papiers parlent que la pénicilline, par exemple, peut induire la mort cellulaire d'une façon efficace, sans pour autant induire la lyse cellulaire ni chez les streptocoques, ni chez les entérocoques. Ça veut dire qu'il existe aussi d'autres mécanismes qui sont là, qui n'ont rien à voir avec ni la cible cellulaire, ni avec une lyse. Pour cela, on a développé un autre aspect pour connecter l'action des antibiotiques bactéricides à une génération d'un stress oxydatif à l'intérieur de la cellule. Cette histoire a bien commencé in vitro, et on a remarqué que certains antibiotiques engendrent un stress oxydatif in vitro, qui a été fait par un chimiste d'ailleurs, et par la suite chez les bactéries. Pour ne pas détailler, il faut aller attendre 2007 pour proposer un modèle qui est soi-disant valable pour les bactéries à gram négatif et à gram positif. Le résumé de ce travail, il nous révèle que les antibiotiques bactéricides, contrairement aux antibiotiques bactériostatiques, quelle que soit leur cible moléculaire, paroi, membrane, ribosome ou ADN, ils stimulent la production du radical hydroxyle, ce qui mène à la mort cellulaire. Donc le modèle est le suivant. Le traitement des antibiotiques bactéricides, le traitement des bactéries par ces antibiotiques bactéricides va stimuler une réaction métabolique intense, ce qui mène à une surproduction de la chaîne respiratoire. Donc il y aurait une fuite intensive de l'ion superoxyde. L'ion superoxyde va aller déstabiliser les enzymes à noyau fer-soufre pour libérer le fer ferreux. Le fer ferreux en présence de peroxyde d'hydrogène va engendrer le radical OH par la réaction de Fenton. Le radical OH, c'est le radical le plus délétère à cause de sa durée de vie et sa réactivité importante, donc il va engendrer des dégâts au niveau ADN, protéines et lipides. Au niveau de notre laboratoire, on s'est posé la question, tout d'abord, pourquoi est-ce que les entérocoques sont aussi tolérantes aux antibiotiques qui sont bactéricides pour la plupart des bactéries? Pourquoi un vancomycine est bactéricide chez Staphylococcus aureus, mais pas chez Enterococcus faecalis? De deux, c'est de vérifier cette hypothèse qui a été publiée dans Cell. Est-ce qu'il y a un lien entre le stress oxydatif et l'action des antibiotiques bactéricides chez Enterococcus faecalis, sachant que ce modèle proposé n'est pas applicable chez la cellule d'Enterococcus faecalis. Pourquoi? Parce que ni la chaîne respiratoire, ni les cycles de Krebs sont présents dans la cellule d'Enterococcus. Pour cela, qu'est-ce qu'on a fait? On a construit des mutants affectés au niveau des enzymes impliqués dans le stress oxydatif, entre autres les peroxydases, la superoxyde dismutase, la catalase, et aussi des mutants affectés au niveau des protéines, au niveau des systèmes de réparation des protéines et d'ADN. Sur tous ces mutants, que ce soit des simples mutants, des doubles mutants, triples mutants qui ont été construits par des double crossing over, on a appliqué une gamme d'antibiotiques 20 fois la CMI. Ces antibiotiques, on a pris des antibiotiques bactéricides et autres des antibiotiques bactériostatiques. Le résultat de cette étude a montré que parmi tous ces mutants, uniquement le mutant superoxyde dismutase s'est montré sensible à l'action notamment de la vancomycine et la pénicilline, et à un degré moins la norfloxacine.
Ce qui montre, qu'il y a un stress oxydatif engendré à l'intérieur de la cellule d'Enterococcus faecalis. Cela nous a mené à proposer le modèle suivant. Donc, le traitement d'Enterococcus faecalis par les antibiotiques bactéricides, notamment la vancomycine, induit une formation de l'ion superoxyde qui est dans le type sauvage détoxifié par la superoxyde d'esmutase en H2O2, par la suite les peroxydases et catalases en H2O et oxygène, ce qui donne la tolérance de 80% à la vancomycine. Ça veut dire si je laisse 100, le lendemain je retrouve 80% de survivants, ce qui n'est pas bactéricide. Dans le mutant-sode, on aura accumulation de l'ion superoxyde, ce qui mène à des dommages létaux. Ça, c'est un schéma très bref, mais beaucoup de questions restent encore à poser ici. Ce modèle a été vérifié par les mutants peroxydases et les chélateurs et les scavengers de radicaux libres. Et ce modèle aussi a été étendu chez les autres entérocoques impliqués dans les infections nosocomiales, à savoir Enterococcus faecium. Parce que Faecalis et Faecium sont les deux espèces les plus retrouvées dans les infections nosocomiales à raison de 80-20%. Aussi, ce modèle a été reproduit dans des conditions qui miment l'infection en utilisant le sérum humain comme milieu de culture. Donc on retrouve toujours le mutant SOD qui est plus sensible 10 000 fois que la sauvage, à chaque fois chez Faecalis en vert et chez Enterococcus faecium en jaune. Par la suite, pour faire un lien direct entre l'action, entre le stress oxydatif et le mutant SOD-A, donc ce qu'on a fait, on a modulé l'expression du gène SOD qu'on a mis sous la dépendance d'un promoteur inductible à l'anisine. Donc je peux contrôler le taux d'expression de ce gène parce que je peux l'induire avec une concentration voulue de l'anisine. Le résultat montre clairement, voici l'activité de la SOD qui est détectée par enzymogramme, le résultat montre que plus l'activité de SOD est importante, plus la tolérance est restaurée jusqu'à revenir presque au phénotype de la sauvage, ce qui donne cette corrélation directe. Par la suite, donc Dr Yanat va nous parler des persistères. On s'est posé la question, est-ce que cette tolérance n'est pas plutôt due à un arrêt de croissance? Parce qu'on sait très bien que les antibiotiques n'activent pas sur des bactéries qui sont au repos. Donc, ce qu'on a fait, on a mesuré les produits phéno après HPLC. Est-ce que ces bactéries-là restent avec un métabolisme actif pendant l'exposition ou pas? Donc, ce qu'on a retrouvé, c'était vraiment génial. On était presque les premiers à mettre en évidence que les cellules restent toujours avec un métabolisme actif et consomment toujours le substrat carboné en présence de 20 fois la CMI d'un antibiotique bactéricide. Dans le mutant, dans la sauvage, toute la source de carbone a été consommée dans les produits finaux de dégradation, donc lactate, formate et acétate. Chez le mutant SOD qui crève au bout de 6 heures, il laisse quand même une partie de 44% du substrat carboné qui n'est pas consommé. Et la suite de la survie montre que le type sauvage reste plus de 80% vivant après 24 heures et le mutant SOD commence à crever à partir des 6 heures, ce qui appuie notre théorie de l'accumulation du stress oxydatif. Du moment que les cellules restent actives en présence de l'antibiotique, on a pensé à moduler la source de carbone utilisée par le mutant. On avait utilisé des substrats qui rentrent dans la glycolyse, des substrats qui rentrent dans la voie des pentoses phosphates, le glycérol qui rentre dans la voie basse de la glycolyse, et à chaque fois, on a étudié la différence entre sauvage et mutant. Vous avez en face un code couleur qui vous donne le nombre de logs de bactéricidie. Donc le vert, c'est 0, 1 veut dire 10 fois plus sensible, et le rouge jusqu'à 4 logs de 10 000 fois plus sensible, le mutant SOD, par rapport à la sauvage. Donc l'extrapolation de ces résultats sur le réseau métabolique d'Enterococcus faecalis nous donne une idée que si j'utilise des substrats qui rentrent dans la voie haute de la glycolyse qui est en noir, ça donne un degré de létalité important. Si j'utilise un substrat qui rentre dans la voie des pentoses phosphates, ça me donne uniquement un log de mortalité, c'est pour ça que j'ai mis un code orange. Et si j'utilise un autre substrat qui rentre dans la voie basse de la glycolyse,
Donc une fois que le fructose est divisé en deux, on n'a pas du tout de létalité. Pourquoi j'ai rajouté de la catalase? Parce que parmi les voies du glycérol, il y a la sécrétion de H2O2. Donc, qu'est-ce qui nous montre ce résultat? Que la source de stress oxydatif, elle est plutôt liée à la partie haute de la glycolyse. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de construire un mutant de la glucose, de la phosphoglucose isomérase. Je n'ai pas pu, apparemment, il s'avère, c'est un gène essentiel. Donc, la bactérie ne pose plus après la mutation de ce gène. Donc, j'ai laissé cette approche physiologique pour entamer une approche génomique. Donc, je voulais faire une banque de mutants aléatoires en utilisant un transposant de type Mariner. Bon, le protocole expérimental, on s'en fiche, mais le plus important, c'est de rechercher des mutants SOD qui sont 10 000 fois plus sensibles, qui vont restaurer un petit peu la tolérance. Donc, c'est un mutant SOD qui était sensible. Après mutation, il devient tolérant. Ça veut dire que j'ai inactivé la source de production de stress oxydatif à l'intérieur. Donc, parmi à peu près 500 screenings manuels, donc avec études de survie, je me retrouve avec une dizaine de clones qui ont restauré au minimum un log de différence, donc 10 fois plus résistant ou plus tolérant par rapport au mutant SOD. Voici la sauvage qui est tolérante, voici le mutant SOD, et voici les clones que j'ai obtenus après mutagenèse aléatoire. Donc j'ai pris cette collection de 10, donc il est question de rechercher l'endroit de l'insertion de ce transposant pour déduire les gènes qui sont impliqués dans cette source de stress oxydatif. Je m'attendais à beaucoup de gènes dans la littérature, mais cette fois-ci je tombe sur une histoire d'arginine, arginine déaminase. Parmi les clones, les déclones, je retrouve 8 clones qui sont où l'insertion s'est faite dans des régions intergéniques entre des régulateurs de l'opéron arginine. Donc, les gènes EF102 et 103. Un autre clone aussi où le transposant s'est intégré à une paire de bases uniquement derrière le répresseur ou un régulateur aussi d'arginine. Et un dernier clone qu'on n'a pas pu joindre à cette histoire de stress oxydatif. Par la suite, qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais savoir quel est le lien entre l'expression de l'opéron, l'arginine, et le stress oxydatif. Donc voici l'opéron qui a été décrit par Barcelona et Hall. Donc voici les régions où j'avais l'insertion de mon transposant, et aussi un autre beaucoup plus loin, gène EF600. Et voici l'opéron de l'arginine déaminase. Donc j'ai fait une étude transcriptomique pour voir l'expression de l'opéron arginine dans les mutants qui ont restauré la tolérance. Et pof, je retrouve que l'opéron arginine déaminase est surexprimé dans tous les clones qui ont pu restaurer un certain degré de tolérance. Donc cela nous a mené à proposer même une régulation génétique, donc une régulation positive par le gène EF102 et une régulation négative par le répresseur EF676. Et enfin, pour conclure, donc je ne vais pas parler des bactéries gram négatives, je vais parler plutôt de la tolérance des entérocoques. Chez la sauvage ou les mutants peroxydase, on a une tolérance jusqu'à 80%, même après survie de 24 heures en contact avec 20 fois la CMI, et dans un mutant SOD-A, qui va accumuler un stress oxydatif jusqu'à 6 heures, et par la suite, il va finir par crever par l'accumulation de stress oxydatif pour perdre 3 à 4 logs de survie. Cette sensibilité a pu être restaurée légèrement par la surexpression de l'arginine déaminase. Et donc, il y a un problème. Heureusement que c'était la conclusion. Donc, ce qui reste en perspective, c'est de connaître la cascade depuis la génération du stress oxydatif jusqu'à la mort cellulaire. Et voilà, je vous remercie pour votre attention.